Il existe une philosophie japonaise que les samouraïs utilisaient avant de partir au combat. Et le manque de cette philosophie appliquée à votre vie pourrait bien être exactement ce qui vous empêche d'agir pour obtenir ce que vous désirez le plus accomplir. De nos jours, nous vivons à l'ère de l'information, une époque où vous avez accès à tout, des formations, du mentorat, des stratégies, des données, des analyses. Avec toutes les connaissances disponibles aujourd'hui, n'importe qui pourrait créer une entreprise, étudier et apprendre sur n'importe quel sujet. N'importe qui pourrait gagner beaucoup d'argent, par exemple. Mais nous savons que ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Même avec autant de connaissances à disposition, de nombreuses personnes rencontrent encore de grandes difficultés dans la vie qui, en théorie, pourraient être facilement résolues. Ce qui m'amène à me poser la question suivante. Le problème aujourd'hui n'est pas le manque d'informations, c'est le manque d'action. Nous avons accès à tellement d'informations que nous en devenons paralysés. Nous ne savons plus quel chemin suivre, qui écouter, et cela nous fait hésiter. Vous pensez à créer une entreprise, mais vous passez des mois à faire des recherches. Vous pensez à changer de carrière, mais vous passez des années à le planifier. Vous envisagez peut-être de donner vie à un projet personnel, mais vous analysez tellement de détails que vous finissez par vous désintéresser de l'idée. Et puis vous vous demandez, pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement faire ce que je veux? La réponse est simple. Vous pensez trop. Et non, trop penser ne signifie pas que vous êtes paresseux, démotivé ou que vous manquez d'ambition. La suranalyse peut avoir des racines plus profondes. Certaines citations sur Internet affirment que l'être humain moderne prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Cependant, des études plus fiables suggèrent que nous prenons en moyenne de 400 à 1000 décisions par jour. Nous parlons ici de décisions conscientes ou de celles qui impliquent un certain effort mental, même minime. Et chaque décision nécessite de l'énergie mentale, de l'analyse, des comparaisons, la prédiction des résultats. Maintenant, multipliez cela par vos peurs, par vos insécurités, par vos attentes. Le résultat, la paralysie par l'analyse. Vous êtes tellement occupé à penser à la façon de faire les choses que vous ne les faites jamais vraiment. Les Japonais connaissent les symptômes de la suranalyse depuis des siècles, à tel point qu'ils ont développé un concept, une sorte d'état mental qui vous libère de cet excès de pensée. Ils ont un nom pour cet état, Kuno Sekai, le monde du vide. Mais ne vous fiez pas à ce nom. Il ne s'agit pas de vider son esprit d'une manière mystique ou abstraite. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus pratique et révolutionnaire. Agir sans l'interférence d'une pensée excessive. Miyamoto Musashi, le grand samouraï japonais. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous savez déjà exactement qui il est. Il a écrit ce qui suit dans son dernier livre, le livre des 5 anneaux. Dans le vide, il y a le bien, mais pas le mal. La sagesse existe, le principe existe, la voix existe, et l'esprit est vide. Il ne parlait pas de méditation zen, il parlait de survie. Car dans un duel à l'épée, si vous vous arrêtez pour penser, vous mourrez. Il n'y a pas de « laissez-moi analyser son mouvement ». Il n'y a pas de « je vais calculer l'angle idéal ». Vous agissez simplement, souvent par instinct, sinon vous mourrez en essayant de réfléchir. Et voici la vérité brutale. Votre vie n'est pas si différente d'un duel à l'épée. Pas au sens littéral, bien sûr, mais chaque fois qu'une opportunité se présente, vous avez 2 chemins, agir ou réfléchir jusqu'à ce que l'opportunité disparaisse. Et la plupart des gens choisissent le second, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été conditionnés pour le faire. L'école vous a appris à analyser. Le marché vous a appris à comparer. La société vous a appris à avoir peur de faire des erreurs. Et maintenant, vous êtes pris au piège dans un cycle sans fin de suranalyse. Vous pensez, vous analysez, vous planifiez, mais vous n'agissez jamais jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des regrets. Et si j'avais essayé? C'est la phrase la plus triste du langage humain. Mais il y a une issue. Et cela n'implique pas de penser plus. Cela implique de penser moins. Cela implique de comprendre le concept de Kuno Sekai. Un monde où vous agissez sans idée préconçue, où vous coulez sans résistance, où vous vivez sans la prison de la pensée excessive. Cela semble-t-il impossible? Peut être. Mais ça marche, et je vais vous montrer exactement comment dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je vous invite à commenter ci-dessous. Quelle est cette chose que vous voulez faire, mais où vous restez bloqué rien qu'en y pensant? La création d'une entreprise, un changement de carrière, un projet personnel? Répondez ci-dessous. Maintenant,
Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait changer votre façon de voir la suranalyse. Chapitre 1. La femme qui n'a jamais commencé. L'histoire que je vais vous raconter peut s'appliquer à n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'affaires, d'études ou de relations. Vous voyez, vous connaissez cette personne dont tout le monde sait qu'elle va réussir dans la vie, celle qui a un talent naturel, qui résout des problèmes que personne d'autre ne peut résoudre, qui, lorsqu'elle parle, est écoutée de tous, mais pour une raison quelconque, elle ne passe jamais à l'action. C'était le cas d'Emily Carter. Emily avait 28 ans. Elle était diplômée en gestion d'entreprise. Elle travaillait comme analyste dans une entreprise de taille moyenne. Mais tous ceux qui travaillaient avec elle savaient qu'Emily n'était pas faite pour être analyste. Elle était faite pour diriger. Chaque fois qu'il y avait un problème dans l'équipe, c'était Emily qui le résolvait. Chaque fois qu'un projet était au point mort, c'était Emily qui le débloquait. Chaque fois qu'un client était insatisfait, c'était Emily qui renversait la situation. Elle avait quelque chose qu'on n'apprend pas à l'université, la vision des affaires, et tout le monde le voyait, sauf elle. Parce que Emily souffrait du problème dont nous discutons dans cette vidéo, elle pensait trop et pas aux problèmes des autres, aux siens. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, Emily passait en mode analyse. Un collègue lui a un jour suggéré de créer un cabinet de conseil. Elle a passé 3 mois à faire des recherches sur le modèle économique, la tarification, le positionnement, la concurrence, la marge bénéficiaire, le risque fiscal. Quand elle a finalement décidé qu'elle était prête, l'opportunité était passée. Le marché avait changé et la peur avait grandi. Une autre fois, un ami l'a invitée à devenir associée dans une start-up. Elle a passé 2 mois à y réfléchir. Et pendant qu'elle analysait la situation, son ami a trouvé un autre associé et la start-up a décollé sans elle. Emily n'était pas indécise. Elle était prisonnière de son propre esprit. Avait-elle peur? Oui, mais ce n'était pas la peur qui l'arrêtait. C'était sa tentative d'éliminer la peur par la pensée. Et plus elle y pensait, plus elle trouvait de raisons de ne pas agir. Et si ça se passe mal? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je perds tout? Ces questions n'ont pas de réponse, car ce sont des questions sur l'avenir. Et l'avenir n'existe pas encore. Mais Emily croyait que si elle réfléchissait suffisamment, elle pourrait contrôler l'avenir. Je vous donne la réponse tout de suite, c'est impossible. Personne ne le peut. Et c'était exactement ce que Ko était venu lui apprendre. Chapitre 2. La rencontre avec Ko. Ko avait 56 ans, elle était japonaise, née à Kyoto, et avait déménagé aux États-Unis à l'âge de 30 ans. Elle possédait une petite entreprise de design d'intérieur, rien d'immense, mais c'était une entreprise solide et rentable. Elle était également très respectée. Ko a rencontré Emily lors d'un salon professionnel. Emily était là pour représenter l'entreprise où elle travaillait. Ko exposait son travail. Mais ce qui a attiré l'attention de Ko, ce n'est pas le portfolio d'Emily, c'est sa façon de parler. Emily présentait un projet à un client, et Ko, qui passait par là, s'est arrêté pour écouter. La façon dont Emily articulait les idées, comment elle transformait des problèmes complexes en solutions simples, comment elle cernait les besoins du client avant même qu'il ne parle. Ko a vu quelque chose qu'Emily ne voyait pas, un potentiel gâché. Après la présentation, Ko s'est approché. « Vous êtes très doué dans ce que vous faites », a dit Ko avec un accent doux mais ferme. Emily a souri, gênée. « Merci. Je fais de mon mieux. » « Non, vous faites plus que votre possible. Mais vous le faites pour les autres, pas pour vous-même. » Emily est restée sans voix. Bon, Uka a continué. « J'ai une proposition. Je développe mon entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la stratégie, les relations humaines et les affaires. Quelqu'un comme vous. Seriez-vous prête à participer à une réunion d'affaires avec moi et à en apprendre davantage sur mon entreprise? Qui sait, nous pourrions devenir associés. » Emily a senti son cœur s'emballer. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu, une véritable opportunité avec quelqu'un d'expérimenté dans un marché qu'elle admirait. Mais au lieu de dire oui, elle a répondu « Puis-je y réfléchir ?» Ko a souri, non pas de joie, mais de compréhension. « Bien sûr, faites-moi savoir quand vous aurez pris votre décision. » Et Emily est partie de là avec la tête sur le point d'exploser. Chapitre 3. La prison de l'esprit. Emily a passé les 3 semaines suivantes à réfléchir. Elle ne dormait pas bien. Elle créait des tableaux, analysait des scénarios, lisait sur les partenariats, faisait des recherches sur le design d'intérieur. Et si je n'en sais pas assez sur le design? Et si Ko est difficile à vivre au travail? Et si l'entreprise ne se développe pas?
Et si je perds ma stabilité? Chaque question en générait 10 autres, et chaque réponse générait sans doute. Elle voulait toutes les garanties avant de dire oui, mais la vie n'offre aucune garantie. Après 3 semaines, Co l'a appelée. « Émilie, avez-vous pris votre décision ?» Émilie a balbutié. « Je suis encore en train d'analyser certaines choses. Je dois m'assurer que... » Co l'a interrompu doucement mais directement. « Prenons un café demain. Je dois vous dire quelque chose. » Émilie a accepté avec la boule au ventre. Mais cette conversation a tout changé. Elles se sont rencontrées dans un petit café tranquille. Co a commandé du thé vert. Émilie, un café, très fort. Émilie, a commencé Co en la regardant dans les yeux. « Pourquoi n'avez-vous pas encore accepté ?» Émilie a pris une profonde inspiration. « J'ai peur de ne pas être prête, de ne pas en savoir assez, de tout gâcher. » Co a hoché la tête. « Et quand pensez-vous que vous serez prête ?» Émilie est restée silencieuse. « Jamais, » a dit Co, « parce que vous n'attendez pas d'être prête. Vous attendez d'être certaine, et la certitude n'existe pas. » Émilie a senti une boule dans sa gorge. Co a continué. « Au Japon, il y a un concept que mon grand-père m'a enseigné quand j'étais jeune. Il pratiquait le kendo, l'art du sabre, et il disait toujours « Kunosekai », le monde du vide. » Émilie a froncé les sourcils. « Un monde de vide? Oui, mais il n'est pas vide de sens. Il est vide d'interférences, vide de pensées excessives, vide de peurs paralysantes. » Co a fait une pause, a pris une gorgée de son thé. « Quand vous vous battez avec un sabre, si vous vous arrêtez pour réfléchir à votre prochain mouvement, vous mourrez. Il n'y a pas de temps pour l'analyse. Il n'y a pas de place pour le doute. Vous agissez simplement. Votre corps sait quoi faire. Votre esprit doit juste s'écarter du chemin. » Émilie écoutait, fascinée. « Savez-vous pourquoi je vous ai invité à être mon associé ?» a demandé Co. « Non, parce que j'ai vu en vous ce que vous ne voyez pas. La compétence, le talent, la vision. Mais j'ai aussi vu autre chose. Vous êtes bloqué. Non pas par manque de capacité, mais parce que vous pensez trop. » Émilie a senti les larmes lui monter aux yeux. « Parce que c'était vrai. J'étais comme vous autrefois, » a dit Co doucement. « Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à ma place, peur de tout perdre. Et j'ai failli ne pas créer mon entreprise à cause de ça. Je suis presque resté figé à force d'y penser. »« Qu'est-ce qui a changé ?» a demandé Émilie. « Je me suis souvenu du Kunosekai. Je me suis souvenu que la pensée n'élimine pas la peur. L'action, si. Vous n'aurez jamais de certitude. Mais vous pouvez avoir du courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré elle. » Co a pris la main d'Émilie. « Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez juste besoin de commencer. Le chemin se fait en marchant, pas en pensant à marcher. » Émilie s'est frotté les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti quelque chose de différent. Émilie a ressenti une certaine clarté. « J'accepte, » a-t-elle dit. « Je veux être votre associé. » Co a souri. « Parfait. Nous commençons lundi. » Chapitre 4. L'éveil de la fluidité. Émilie n'a pas dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas de l'anxiété. C'était de l'excitation. Elle a commencé à faire des recherches sur le Kunosekai, et plus elle lisait, plus elle comprenait. Il ne s'agissait pas de ne pas penser. Il s'agissait de ne pas laisser la pensée vous paralyser. Il s'agissait d'agir avec une présence totale, mais sans attachement au résultat. Il s'agissait de faire confiance au processus, pas au contrôle. Elle a trouvé des textes sur Miyamoto Musashi, sur le livre des 5 anneaux, sur le concept de Mushin, l'esprit sans esprit. Et tout a commencé à prendre sens. Chaque fois qu'elle avait lutté dans la vie, ce n'était pas par manque d'informations. C'était à cause d'une analyse excessive. Elle n'avait pas besoin de plus de données. Elle avait besoin de moins d'interférences mentales. Le lundi, Émilie a commencé à travailler avec Co. Et dès les tout premiers jours, elle a remarqué quelque chose. Co ne planifiait pas à l'excès. Lorsqu'un client passait une commande, Co ne passait pas des semaines à faire des croquis. Elle esquissait, montrait, ajustait et livrait. Ça n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Co disait, ça doit juste être cohérent. Nous pourrons ajuster le reste en cours de route. Émilie, qui espérait toujours que tout soit parfait avant de le montrer, était choquée. Mais ça marchait. Les clients adoraient la rapidité, la transparence, l'évolution collaborative. Et Émilie a commencé à intérioriser cela. Elle a cessé d'attendre le plan parfait. Et elle a commencé à agir avec le plan qui était possible.
Elle a cessé d'avoir peur de faire des erreurs, et elle a commencé à voir les erreurs comme des retours d'expérience. Elle a cessé de penser à toutes les variables, et elle a commencé à se laisser porter par celle qui comptait, et quelque chose de magique s'est produit. L'entreprise a grandi, non pas parce qu'Emily était devenue plus intelligente, mais parce qu'elle était devenue plus libre, libre de la prison de la suranalyse, libre du besoin de tout contrôler, libre de simplement faire. Et en l'espace de 6 mois, le partenariat entre Emily et Co était florissant. Elles n'étaient pas seulement des partenaires commerciaux, elles étaient des amies, et Emily vivait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un objectif, avec légèreté. Chapitre 5. L'invitation. 1 an plus tard, Co a appelé Emily pour discuter. « Je vais rendre visite à ma famille au Japon, à Kyoto, et je veux que vous veniez avec moi. » Les yeux d'Emily se sont écarquillés. « Sérieusement ? Oui. Je veux vous présenter la communauté là-bas. Des gens qui vivent le kuno-seke au quotidien, des artisans, des maîtres, des gens simples mais profonds. » Emily a ressenti un frisson. « Vous m'avez donné une nouvelle vie, » a dit Co. « Maintenant, je veux vous offrir une nouvelle perspective. » Elles ont voyagé 2 semaines plus tard, et ce qu'Emily a vécu au Japon l'a transformée. Elle a rencontré un maître potier qui ne mesurait rien. Il ne planifiait pas, il modelait simplement, et chaque pièce était unique. Si je pense trop, l'argile le sent, et ça ne coule pas. Il a dit qu'elle avait rencontré un chef de sushi qui ne suivait pas de recettes strictes. Elle ressentait le poisson, elle ressentait le riz, et elle créait. La cuisine n'est pas une science, c'est un art. Et l'art ne se réfléchit pas, il se ressent. Elle a rencontré un pratiquant de kendo qui, à 70 ans, s'entraînait encore tous les jours. Je ne combats pas l'adversaire, je coule avec lui. Quand il attaque, j'ai déjà bougé. Non pas parce que j'y ai pensé, mais parce que mon corps savait. Et enfin, Emily a pleinement compris le kuno-sekai. Il ne s'agissait pas d'être imprudent. Il ne s'agissait pas de ne pas se préparer. Il ne s'agissait pas d'ignorance. Il s'agissait d'agir depuis l'essence, pas depuis la peur. Il s'agissait de faire confiance à ce que l'on sait déjà, au lieu de chercher sans fin ce que l'on ne sait pas. Il s'agissait de vivre dans le moment présent, sans l'illusion de pouvoir contrôler l'avenir. Quand Emily est retournée aux États-Unis, elle n'était plus la même. Elle n'avait pas éliminé la peur, mais elle avait appris à ne pas la laisser la contrôler. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait appris qu'elle n'en avait pas besoin. Elle ne contrôlait pas l'avenir, mais elle avait appris à le construire un pas à la fois. Chapitre 6. La science derrière le vide. Mais laissez-moi vous montrer que ce n'est pas seulement de la philosophie orientale abstraite. La science moderne prouve chaque élément du concept de kuno-sekai. Des chercheurs ont mené une étude où ils ont analysé le cerveau de personnes pendant des périodes de performance optimales. Des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, des chirurgiens, et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Pendant les performances optimales, le cortex préfrontal était moins actif. C'est la partie du cerveau responsable de la pensée consciente, de la planification et de l'analyse. En d'autres termes, lorsque vous êtes au meilleur de vous-même, vous pensez moins. Une autre étude a mesuré le temps de réaction des athlètes d'élite, et ils ont découvert que lorsqu'ils essayaient de contrôler consciemment leurs mouvements, leur performance chutait. Pourquoi ? Parce que le système moteur automatique du cerveau est infiniment plus rapide que la pensée consciente. Vous traitez environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais seulement 40 atteignent la conscience. Le reste est traité automatiquement. Et lorsque vous essayez de tout ramener à la conscience, vous surchargez le système. C'est comme essayer de conduire en pensant à chaque mouvement. Maintenant, je vais tourner le volant de 15 degrés. Maintenant, je vais appuyer sur la pédale avec 20% de force. Vous plantez la voiture. Parce que conduire n'est pas quelque chose à laquelle on pense. C'est quelque chose que l'on ressent. Certaines personnes appelleront ce phénomène l'efficacité neuronale ou l'état de fluidité. Et la vie fonctionne de la même manière. Le kuno-sekai, ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience appliquée. Il s'agit de comprendre que votre corps, votre intuition, votre expérience accumulée en savent beaucoup plus que ce que votre esprit conscient peut traiter. Et quand vous arrêtez d'interférer, vous atteignez votre sommet. Les samouraïs le savaient il y a 400 ans. Aujourd'hui, nous l'appelons l'état de flux, mais c'est le même concept et la même vérité. Chapitre 7. Comment vivre le kuno-sekai ? Maintenant, vous devez vous dire, d'accord, je comprends,
Mais comment puis-je appliquer cela en pratique? Voici le secret. Vous n'essayez pas de l'appliquer. Vous supprimez ce qui vous gêne. Premièrement, arrêtez de chercher la certitude. Cherchez la clarté. La certitude concerne l'avenir. La clarté concerne le présent. Vous ne pouvez jamais être certain qu'une entreprise commerciale réussira, mais vous pouvez avoir une idée claire de la raison pour laquelle vous voulez la lancer. Et la clarté suffit pour commencer. Deuxièmement, entraînez-vous jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de penser. Si vous voulez être doué dans quelque chose, pratiquez jusqu'à ce que le mouvement devienne un instinct. Émilie n'est pas devenue douée en affaires en lisant des livres sur le commerce. Elle est devenue douée en faisant des affaires de manière répétée jusqu'à ce que son corps apprenne. Troisièmement, agissez petit, mais agissez vite. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plan parfait. Vous avez besoin d'avoir la prochaine étape claire et de faire ce pas aujourd'hui. Pas demain, pas quand ce sera prêt, aujourd'hui. Quatrièmement, acceptez l'erreur comme faisant partie du processus. L'eau ne se trompe jamais. Elle coule simplement autour de l'obstacle. Avez-vous fait une erreur? Enchaînez sur le mouvement suivant. Cela a-t-il échoué? Passez à votre prochaine tentative. Le Ku-no Sekai. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de mouvement continu. Et cinquièmement, faites confiance au processus, pas au résultat. Vous ne contrôlez pas si cela va marcher, mais vous contrôlez le fait d'essayer. Et quand vous vivez dans le processus, le résultat vient comme une conséquence naturelle, non pas comme un objectif, mais comme le produit dérivé du fait d'être présent. Chapitre 8. Le paradoxe final. Voici la vérité la plus profonde de toutes. Vous n'atteindrez jamais le Ku-no Sekai parce que vous y êtes déjà. Pensez-y. Quand vous étiez enfant, vous ne pensiez pas à jouer. Vous jouiez, tout simplement. Quand vous étiez complètement immergé dans quelque chose que vous aimiez, vous ne pensiez pas à le faire. Vous le faisiez, tout simplement. Lorsque vous avez vécu votre meilleur moment de fluidité, vous n'essayez pas d'entrer dans ce flux, vous y étiez, tout simplement. Le Ku-no Sekai. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose dont on se souvient. Il s'agit de désapprendre à trop penser. Il s'agit de réapprendre à vivre sans l'illusion d'un contrôle total. Il s'agit de revenir à l'état naturel avant toute cette peur, toutes ces attentes, toutes ces voix qui vous disent que vous devez être sûr avant d'agir. Émilie a compris qu'aujourd'hui, elle et Co ont une entreprise en pleine croissance. Mais plus important encore, elle a trouvé la paix. La paix de ne pas savoir, la paix avec le processus, la paix avec l'erreur. Et cette paix ne la rend pas moins productive, elle la rend plus libre. Et la liberté, c'est le vrai succès. Parce que les titres, vous pouvez les perdre. L'argent, vous pouvez le perdre. Le statut, vous pouvez le perdre. Mais la liberté, une fois que vous l'avez trouvée, la liberté ne vous abandonne jamais. Miyamoto Musashi, à la fin du livre des 5 anneaux, a écrit « Quand vous comprendrez la voie, vous verrez la voie en toutes choses. » Il ne parlait pas d'épée, il parlait de la vie. Pourquoi le Ku-no Sekai? Ce n'est pas une technique, c'est une façon d'être. C'est se réveiller sans l'anxiété de ce qui doit être fait et simplement le faire. C'est prendre des décisions sans le poids paralysant du doute et simplement choisir. C'est vivre sans l'illusion qu'il faut avoir tout résolu avant de commencer et simplement commencer. Et peut être que la vie a toujours voulu que vous viviez ainsi, fluide, présent, libre, mais vous étiez trop occupé à penser à elle pour réaliser que vous en faisiez déjà partie. Alors voici l'invitation finale. Arrêtez de trop penser. Commencez à couler et découvrez que le Ku-no Sekai n'est pas quelque part très loin. Il est ici, maintenant. À cet instant précis, vous avez juste besoin d'arrêter de chercher et de commencer à être. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci à venir très bientôt. Laissez un j'aime et commentez. Quelle est cette chose que vous voulez faire, mais qui vous bloque rien qu'en y pensant? Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas, soyez présents, marchez avec honneur, suivez la voie, à bientôt dans la prochaine vidéo.